C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce revirement des États-Unis. Washington qualifie la prise de pouvoir des militaires au Niger en juillet dernier de coup d'État. La Maison-Blanche a annoncé dans la foulée la suppression de 442 millions de dollars d'aide économique. Nous serons à Washington avec notre correspondante dans ce journal. Les élections générales au Libéria, la mobilisation était massive. Près de 2,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi. George Weah, le président sortant, remet son mandat en jeu. Nous serons à Monrovia dans un instant. Enfin, nous irons en Tunisie. Le pays qui soutient historiquement la cause palestinienne n'a pas dérogé à la règle depuis l'attaque du Hamas contre des civils et les représailles israéliennes dans la bande de Gaza. Reportage de nos correspondants à la fin de cette édition. 2 mois après le coup d'État au Niger, Washington revoit sa copie. Les États-Unis ont qualifié ce mardi la prise de pouvoir des militaires au Niger en juillet de coup d'État. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Mathieu, bonsoir. Alors, pourquoi cette requalification pourquoi intervient-elle aussi tard ? Oui, c'est une excellente question puisqu'effectivement on aurait pu s'attendre à une déclaration de ce genre dès le 29 juillet dernier. Évidemment, le débarquement de Mohamed Bazoum par la junte nigérienne ne fait strictement aucun doute. Et même si immédiatement la diplomatie américaine avait accordé un délai aux militaires, on s'en souvient, pour annoncer le retour au droit constitutionnel nigérien, le président des États-Unis, en tardant autant, a clairement enfreint les règles de sa propre diplomatie. Le chapitre 7008, rédigé par le département d'État, impose au président des États-Unis de formuler clairement, sous la forme bien sûr d'une dénonciation, tout renversement d'un leader partenaire est démocratiquement élu, renversement par une force armée. C'est exactement le cas du Niger aujourd'hui, et ce chapitre 7008 se traduit par la rupture immédiate et sans appel de toute forme de coopération avec l'État concerné. Je précise que même si Mohamed Bazoum avait été rétabli dans ses fonctions, ce qui n'est évidemment pas le cas, cette coopération aurait de toute manière été interrompue jusqu'à la tenue d'un nouveau scrutin, puisque techniquement pour Washington, il y a vacance du pouvoir. Alors, pour répondre directement à votre question, pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Eh bien, d'abord parce que cette aide financière absolument colossale, vous avez dit le chiffre, on parle de 300 millions de dollars injectés directement dans l'économie nigérienne, auxquels s'ajoutent presque 200 autres millions pour des programmes de coopération économique dans le domaine du développement, de l'éducation et de la sécurité, par exemple. L'arrêt de cette aide est donc une véritable catastrophe, non pas pour ceux qui dirigent de fait le Niger aujourd'hui, mais pour le peuple nigérien. Sans ces fonds, le Niger ne peut tout simplement pas tenir et les répercussions directes sur la population se feront sentir très rapidement. Ce n'est donc pas une décision qui a pu être prise à la légère, on le comprend, par la diplomatie américaine qui, au terme de négociations longues via la nouvelle ambassadrice en poste à Niamey, aura néanmoins réussi à sauver l'aide américaine dans le domaine du secours d'urgence sous la forme d'aide alimentaire ou dans le domaine de la santé, ce dont les Nigériens auront très probablement bientôt besoin. Aucun chiffre cependant n'est communiqué par le département d'État au moment où nous parlons, ce qui nous laisse penser que des négociations sont toujours en cours, des négociations qui, bien entendu, côté américain, visent à préserver la présence militaire américaine au Niger et notamment au travers de la base d'Agadez, bien sûr. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour votre décryptage. Vous êtes, je le rappelle, notre correspondant à Washington. On reste au Niger pour parler cette fois de la médiation algérienne. Alger a décidé de la suspendre et demande des clarifications aux nouvelles autorités nigériennes. Niamey avait émis des réserves quant à la durée de la période de transition. L'Algérie n'a pas apprécié. Faut-il pour autant considérer que cette médiation a été tuée dans l'œuf ? Écoutez la réponse de Hasnia Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. C'est très tôt pour enterrer la médiation algérienne, d'autant plus qu'un acteur important, donc le Nigeria, le ministre de Nigeria, qui a dit sa disponibilité, mais aussi son accord à étudier la proposition algérienne. C'est un élément important. Mais on sait aujourd'hui aussi qu'il y a un retrait des forces françaises, ce qui rend compliqué toute opération militaire, mais qui laisse la voie à une approche plutôt diplomatique. C'est la dynamique de négociation qui doit prévaloir. Il se trouve que la dynamique de négociation, hormis la proposition
théorique de l'Algérie, il n'existe pas d'autres propositions diplomatiques. Donc ça, c'est un élément important. Je pense que les autorités algériennes n'ont pas apprécié le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères du Niger, qui a exprimé une certaine mauvaise humeur. Et c'est à mon avis, un malentendu à dissiper entre les deux capitales, parce qu'il est vrai que dans une proposition de médiation, on ne s'attaque pas aux points clivants. On commence d'abord par les sujets qui font consensus, soit du côté du Niger ou du côté d'Alger. Il y avait un point de discorde important, c'est celui, bien sûr, la période de transition, mais on sait que ce n'est pas à Alger ou à une autre capitale de préciser ou de donner un calendrier clair. L'Algérie, ce qu'elle voulait, c'est d'abord mettre cette proposition et prendre le temps, de la part d'abord du Niger, prendre le temps d'affiner, d'enrichir cette proposition. Je crois qu'il est dans l'intérêt du Niger surtout, mais de l'Algérie, puisque c'est un pays qui partage des frontières et c'est un pays aussi qui craint pour donc des conséquences en cas d'enlisement ou de difficulté à gérer la situation, qui sont dans l'intérêt des deux États à plutôt s'entendre et continuer cette dynamique de négociation. Et puis ces images des troupes françaises qui quittent le Niger, il s'agit du départ des premiers militaires français du pays. Ils ont pris la route dans un convoi terrestre sous escorte locale depuis l'ouest vers une destination qui pourrait être le Tchad selon plusieurs sources sécuritaires. Au total, 1400 soldats et aviateurs français étaient déployés dans le pays pour lutter contre le djihadisme aux côtés des Nigériens. En bref, sachez également que les vols Air France à destination de Bamako au Mali reprendront ce 13 octobre. Ils avaient été suspendus le 7 août dernier à la suite du coup d'État au Niger et en raison de la situation géopolitique dans la région du Sahel. Jour de vote au Libéria. Près de 2,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour des élections sénatoriales, législatives et présidentielles. George Weah, le président sortant et ancienne star du football, brigue un second mandat. La mobilisation a été massive. On fait le point sur cette journée de scrutin avec Julia Guggenheim. La journée de vote est en train de se terminer ici au Libéria. On a pu constater une forte mobilisation tout au long de la journée. On a vu des queues absolument immenses devant les bureaux de vote. On a rencontré de très nombreux jeunes qui votaient pour la première fois et qui nous ont dit être déterminés malgré le soleil écrasant et les heures d'attente sur place. Nous avons besoin de travail pour les jeunes, de développement, de beaucoup de choses et que des infrastructures soient construites dans notre pays. Je veux du travail, une bonne santé, des bonnes infrastructures de santé, la sécurité aussi, et une paix stable. La chose la plus importante est la paix, peu importe qui gagne l'élection. La paix, elle est fragile dans ce pays, même 20 ans après la fin des deux guerres civiles qui ont endeuillé le pays avec plus de 250 victimes. Alors aujourd'hui, cette journée électorale s'est plutôt bien déroulée. Il n'y a pas eu d'incident majeur, contrairement à la campagne qui avait été émaillée par des violences. La période qui va s'ouvrir, désormais la période post-électorale, sera l'objet de toutes les vigilances. La commission électorale a 2 semaines pour annoncer les résultats définitifs. Et s'il y a un deuxième tour, il se déroulera à la fin du mois de décembre. On vous parlait hier des prises de position sur le continent après l'escalade au Proche-Orient. En Tunisie, le soutien est massivement pro-palestinien, un soutien également affiché par le président Kais Saïed, qui a déclaré lundi vouloir le transfert de blessés palestiniens en Tunisie. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Depuis 48 heures, Saleh, 23 ans, et étudiant palestinien en Tunisie, dort très peu. Ses journées sont rythmées par le flot d'informations arrivant de Gaza, où toute sa famille réside. Là, c'est une des vidéos de mon quartier. Tu vois, tout est détruit par les bombardements. Je suis actuellement sans nouvelles de ma famille, car je n'arrive plus à communiquer avec eux. Les réseaux de communication et d'Internet ont été coupés, l'électricité aussi à certains endroits. C'est vraiment très dur. La dernière fois que j'ai pu parler à ma famille, c'était hier matin, et depuis, plus rien. À Tunis, les mouvements de soutien aux Gazaouis se multiplient après les bombardements israéliens de ces derniers jours, en réplique à l'attaque menée par le Hamas. Ce mardi, l'Ordre des avocats a organisé une manifestation devant le tribunal de Tunis.
Il y a tout un passé entre les Tunisiens et les Palestiniens. Nos sangs se sont mêlés lors du bombardement israélien sur le siège de l'Organisation de libération de la Palestine en 1982 à Hammamshot. Et la Tunisie a également accueilli des Palestiniens après l'invasion de Beyrouth. C'est pourquoi c'est très important pour nous d'exprimer notre soutien à leur cause. Et nous les soutiendrons jusqu'au bout. Le président Kais Saied a également multiplié les déclarations de soutien ces derniers jours, une position attendue selon cet homme de culture qui a longtemps milité en faveur de la cause palestinienne. Il n'y a rien de nouveau. Il a concrétisé sa position et sa réflexion par rapport à la question palestinienne, concrètement dans cette position qui est très bien vue dans le pays et ailleurs. D'autres manifestations de solidarité sont prévues, dont une ce jeudi, menée par la puissante centrale syndicale, l'UGTT. La protestation des avocats de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Ce mardi, ils ont fait savoir qu'ils s'étaient retirés de la dernière audience de son procès au motif que les droits de la défense n'étaient pas respectés. Il est jugé pour enrichissement illicite. La correspondance régionale de Sarah Sakou. Selon maître Taleb Kiyar, l'un des avocats de l'ancien président, la défense s'est retirée de l'audience qui se tenait ce lundi à Nouakchott. Dans le viseur des avocats, le refus de la Cour d'entendre de nouveaux témoins, de poursuivre la comparution de Mohamed Ould Abdelaziz. Ils protestent également contre le fait de ne pouvoir préparer leur défense dans le secret, c'est-à-dire sans mouchard, selon maître Kiyar, qui assure que la villa dans laquelle est détenu son client n'a aucune intimité. Suite au départ des avocats de la défense, la Cour a commis d'office d'autres avocats et suspendu l'audience une semaine. Du côté de la partie civile, on pointe du doigt une fuite en avant de l'ancien président et de ses conseils. Mohamed Ould Abdelaziz, comparé aux côtés d'une douzaine d'anciens dignitaires de son régime pour enrichissement illicite, lui clame son innocence et assure que l'actuel président, qui est aussi son ancien dauphin, veut l'empêcher de revenir en politique, une accusation rejetée par le pouvoir de Nouakchott. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Khalid Doussi. Merci à notre rédacteur en chef, Stéphane Ballon. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24. Votre météo bien au chaud avec les poêles Gaudin. Depuis 1840, le savoir-faire Gaudin réchauffe votre intérieur. Pour votre poêle, Gaudin naturellement. Dans la maison française, chacun fait la pluie et le beau temps. Pour prendre la température, regardez la météo avec Alinéa.